Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence lors de cette session. On approche l'heure de manger, donc on va essayer de vous libérer pile poil à temps. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Pour information, on prendra les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à les mettre sur le petit chat box, sachant qu'on va dérouler le pitch pour s'assurer qu'on est bien dans le bon timing. Et ensuite, on s'assurera bien sûr de prendre vos questions. J'en profite donc pour remercier effectivement les sponsors de cet événement ainsi que les partenaires avant donc de vous parler de notre sujet avec Alain. On avait vraiment vocation à faire ce sujet autour des développeurs et de l'importance aujourd'hui des développeurs et des équipes de développement dans le process de transformation numérique des entreprises. Et pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, l'agilité des développeurs et le fait de pouvoir leur fournir les meilleurs outils pour pouvoir pour pouvoir produire de la valeur de la manière la plus rapide possible sur le marché est un enjeu vraiment crucial pour le business et la pérennisation des business des entreprises. Et donc, pour vous présenter un petit peu aujourd'hui, puisque comme vous le savez, le contexte est particulier, aujourd'hui, en fait, plus que jamais, même plus qu'avant, l'enjeu et l'importance des équipes de développement est vraiment crucial. Et on le voit, aujourd'hui, beaucoup de nos clients nous parlent en fait de ce besoin de mieux travailler, de mieux comprendre comment collaborer aujourd'hui avec leurs équipes techniques et comment les équipes produits et les équipes métiers peuvent aussi mieux travailler avec les équipes techniques. Et ça, on le voit également aussi sur le marché. Là, je vous ai mis deux études qui sont très récentes, en fait, qui ont été faites là pendant la période de crise dans laquelle nous étions en avril et en mai de McKinsey, qui explique en fait dans une période de crise comme nous avons été dans la période de transition dont nous sommes actuellement, il devient de plus en plus crucial et l'enjeu essentiel devient la manière la manière qu'auront les entreprises de vraiment repenser le parcours digital de leurs clients. On l'a vu, de plus en plus, les relations ont été digitalisées pendant cette période et on est encore dans cette phase-là. Et pour les entreprises, le fait de pouvoir réellement rester connectés avec leurs clients grâce à leur plateforme digitale, grâce à leurs applications, grâce à leur site web, était devenu un enjeu majeur et un enjeu très différenciant aussi entre les entreprises qui, elles, ont réussi à très rapidement se transformer et rester connectées avec leurs clients et des entreprises qui, elles, avaient un petit peu plus de mal à prendre le pli. Et toujours, si on regarde un petit peu cette étude, on voit aussi que parmi les tendances majeures technologiques qui sont préconisées par McKinsey, dans le fait de justement pouvoir permettre aux entreprises de reprendre rapidement un rythme de business et d'innovation croissant, le fait de pouvoir en fait automatiser leur chaîne de production, d'innovation et leur manière de délivrer et de produire des applications et de pouvoir vraiment automatiser cette chaîne devient hyper importante aujourd'hui pour les entreprises. Et celles qui jusque-là s'en étaient peut-être pas forcément vraiment occupées commencent à avoir de plus en plus le besoin d'aller rapidement sur le marché, de produire rapidement des innovations et donc d'être capable de réellement automatiser tout leur processus et toute la chaîne de construction et de production d'innovation sur le marché. Et donc, fort de ces deux constats, nous, on s'est un petit peu plus penché sur la question. On avait vraiment en fait envie de pouvoir corréler le fait qu'aujourd'hui, les développeurs et les équipes de développement contribuent à accélérer le rythme de business des entreprises. Et pour ça, on a fait un partenariat en fait avec McKinsey, donc sur une étude qu'on a réalisée avec eux sur un peu plus de 6 mois. L'étude est sortie en avril dernier, donc elle est très récente. Et l'idée, c'était donc de regarder un index qu'on a appelé le Developer Velocity. Alors, le Developer Velocity, dedans, englobe plein de notions sur lesquelles on reviendra, mais qui sont globalement tous les sujets qui vont permettre aux développeurs de travailler de manière agile, de libérer leur potentiel créatif et d'être vraiment capables de se concentrer sur la production de valeur et de code qui est le cœur de leur métier. Et donc, on a mis ce Developer Velocity, donc cette vélocité des équipes de développement, en corrélation avec le rythme des innovations aujourd'hui qui sont mises sur le marché par les entreprises. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'on voit un rapport ou pas entre ces deux métriques. Donc, juste en termes de méthodologie, l'enquête, on l'a réalisée avec aux alentours donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant, dans à peu près une vingtaine de pays, à travers 440 organisations, à travers de 12 industries. Donc, c'est quand même assez représentatif aujourd'hui des différents secteurs d'activité dans lesquels vous ou nos clients peuvent se retrouver. Et l'idée étant effectivement de voir différents critères qui vont permettre de mettre en corrélation ou pas ces deux métriques.
Et donc, l'étude est disponible d'ailleurs, vous avez les liens, vous pouvez aller voir. Moi, je vous en ai vraiment sorti juste quelques chiffres clés, mais évidemment, l'étude est beaucoup plus fournie derrière si vous voulez aller voir. On a réussi en fait à travers cette étude et sur l'échantillon d'entreprises que nous avions, avec qui nous avions travaillé, à pouvoir montrer qu'aujourd'hui, les équipes et les entreprises qui ont le meilleur index de développeurs Velocity sont également celles qui ont les meilleurs, la meilleure croissance et les meilleurs revenus et les meilleurs taux d'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ces deux métriques qui sont un petit peu les deux grosses métriques qu'on peut ressortir à travers cette étude? Donc, ce qu'on a mis dans la croissance, il y a plusieurs métriques derrière. Il y a le chiffre d'affaires, la marge d'exploitation, le cours des actions quand il y en avait. Donc, il y a pas mal de métriques. Et on a réussi à montrer que ces équipes, ces entreprises-là ont des meilleures performances business à travers ces différents critères. Et quand on parle d'innovation, il y a beaucoup de choses aussi qui sont comprises dans ce terme. C'est par exemple la rétention de la marque, la manière des entreprises de pouvoir acquérir et retenir les meilleurs talents, les meilleurs développeurs, la perception de la marque, le fait de pouvoir être perçu comme innovant sur le marché. Il y a plein de critères également qui rentrent en compte, donc vous pourrez aller les regarder. Mais l'idée ici, c'était de montrer qu'effectivement, sur ces deux métriques-là, les entreprises qui ont les meilleures équipes de développement, les plus matures, qui travaillent avec les meilleurs outils du marché, avec les bonnes méthodologies agiles, sont en fait aussi ces entreprises qui sont les plus innovantes et qui ont la plus grosse croissance aussi aujourd'hui sur le marché. Et donc maintenant, pour vous montrer aussi un petit peu les différents critères donc, qui rentrent dans ce qu'on a appelé donc, cette vélocité des équipes de développement, on voit qu'il y a plusieurs critères en fait qui vont aider à constituer justement une équipe de développement agile, pérenne, qui sait travailler avec les bonnes méthodologies et les bons outils. Donc, le premier critère, c'est évidemment le fait de mettre à disposition de ces équipes les meilleurs outils. Comment est-ce qu'on leur donne les outils avec lesquels ils ont envie de travailler, avec les équipes avec lesquelles ils sont familiers, avec lesquelles ils se sentent à l'aise, et comment est-ce qu'on est capable justement dans une entreprise d'être suffisamment agile pour leur permettre de travailler sur ces outils-là. Il y a aussi la notion de l'open source. Comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre à disposition tout ce qu'on voit et les bénéfices de la collaboration autour de l'open source et des projets open source au sein même de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on est capable de s'inspirer de cette méthodologie-là pour l'appliquer au sein même des équipes de développement au sein de son entreprise. C'est un facteur fondamentalement différenciant entre les entreprises qui arrivent à adopter ça au sein de leurs entreprises et celles qui n'y arrivent pas. L'adoption du cloud public, bien entendu, qui vont vous permettre de réellement tirer bénéfice de tous les avantages du cloud, d'être beaucoup plus rapide, flexible et de pouvoir réellement adapter vos produits rapidement en fonction des besoins de vos clients et de votre consommateur final. Et les deux dernières tendances, c'est un petit peu des tendances qui sont, je pense, vous le savez, on en parle de plus en plus souvent, qui sont des tendances un peu plus récentes sur le marché, qui vont être à la fois sur le sujet de ce qu'on appelle plus communément le low-code, no-code, ou globalement, comment est-ce qu'on est capable de créer ce qu'on appelle, nous, des citizen développeurs, comment est-ce qu'on est capable d'aller étendre le pouvoir créatif des développeurs également à des populations métiers qui ne sont pas forcément développeurs et pas forcément des profils techniques, mais comment est-ce qu'on peut les embarquer dans ce process de création d'innovation en leur mettant des outils avec très peu de code, voire pas de code, pour leur permettre justement aussi de créer de la valeur, des applications et de pouvoir contribuer à accélérer le business. Et enfin, comment est-ce qu'on est capable d'intégrer des innovations d'intelligence artificielle, de machine learning, comment est-ce qu'on est capable d'utiliser justement cette tendance de technologie moderne et intelligente au sein de l'entreprise, au sein des services et des produits qu'on met sur le marché pour réellement pouvoir être pertinent aux yeux du consommateur final. Donc ça, c'est les différents critères aujourd'hui qu'on a réussi à mettre en avant qui réussissent à démontrer qu'en fait, une fois que les équipes de développement arrivent à avoir accès à ces différents critères, elles sont réellement plus productives et réellement plus capables de produire rapidement des innovations tout en travaillant dans un milieu et avec des outils qui leur est familier, sur lesquels ils ont envie, évidemment, de s'investir. Fort de cette étude, l'idée était aussi de pouvoir un petit peu mettre ça à disposition de nos clients et donc de pouvoir leur permettre justement de s'analyser aujourd'hui et de pouvoir s'évaluer comment eux, aujourd'hui, se situent sur ce panel de développeurs index.
Donc, cette étude s'est terminée et nous, on en a créé par-dessus donc un assessment. Donc, c'est une auto-évaluation que tout le monde peut faire aujourd'hui en ligne. C'est une dizaine ou une quinzaine de minutes. On avait vraiment vocation à ce que ce soit une auto-évaluation pour que ça soit accessible à tout le monde. Et que une fois que cette étude réalisée, donc l'étude est intéressante parce qu'elle permet également de se benchmarker avec d'autres entreprises de son secteur, de voir comment est-ce que nous on se situe, est-ce qu'il y a des, alors évidemment tout est anonymisé, mais est-ce qu'on est dans le haut du secteur sur lequel on intervient, est-ce qu'on est plutôt dans l'échelle du bas, et surtout de nous donner et de vous donner des recommandations concrètes sur comment est-ce que vous pouvez améliorer ces différents pendants du développeur Velocity pour pouvoir aussi vous améliorer et pouvoir travailler mieux avec vos équipes de développement et accélérer votre business. Donc, l'étude et l'auto-évaluation est évidemment aujourd'hui disponible. Donc, vous pourrez, si vous avez envie, suite à ce talk, aller faire vous-même cette évaluation et pouvoir justement trouver des pistes pour améliorer votre vélocité de développement, des équipes de développement. Et donc, pour finir et avant de passer la main à Alain, ce qu'on se dit, donc pour résumer à travers cette étude ce qu'on a vu, on peut réellement dire qu'il y a vraiment 3 gros blocs aujourd'hui qui vont contribuer à créer cette maturité pour vos équipes de développement. Donc, il y a le sujet des outils. Comment est-ce qu'on est capable, donc forcément, de les accompagner, ces équipes-là, avec des outils dont ils ont envie, qu'ils connaissent et avec lesquels ils sont familiers, GitHub, des environnements de développement, Visual Studio, pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir et les accompagner. Deuxième pendant, c'est comment est-ce qu'on favorise la collaboration et l'agilité au sein de ces équipes même. Comment est-ce qu'on permet à ces équipes de pouvoir être dans un flux constant d'innovation, de collaboration, un petit peu à l'instar de ce qu'on voit dans le monde de l'open source, au sein même de ces équipes de développement dans votre entreprise. Et enfin, le troisième pilier, c'est comment on s'inspire de technologies innovantes, de services innovants aujourd'hui, qu'on pourrait intégrer dans ce processus de création de valeur à travers les produits et les services qui sont mis sur le marché pour réellement être pertinents et se démarquer de la concurrence. Et donc, cette vélocité des équipes, ces critères qui vont permettre la vélocité de vos équipes de développement sont également les critères qui vont permettre à votre business de pouvoir vraiment prendre le pli de la transformation numérique et surtout de pouvoir aller rapidement avec des innovations sur le marché. Et pour terminer, et je vous en parlais un petit peu sur la slide précédente, sur ces différents pendants, donc ces différents critères, donc les outils, la collaboration, la transparence et également les services innovants. On a évidemment pas mal d'outils qui peuvent vous permettre de réellement pouvoir accélérer la vélocité de vos équipes de développement, donc que ce soit à travers des environnements de développement tels que Visual Studio, qui sont plébiscités aujourd'hui par la communauté des développeurs, qui sont des outils avec lesquels ils ont l'habitude et ils aiment travailler. Et comment est-ce qu'on est capable justement de leur proposer ces services-là et ces outils-là dans leur travail au quotidien. Comment est-ce qu'on est capable d'utiliser le cloud, notamment des services PaaS, pour réellement permettre aux développeurs de se concentrer sur la création de valeur et sur son code et de pouvoir vraiment oublier un petit peu toutes les sous-couches technologies sous-jacentes grâce à des services prêts à l'emploi dans le cloud. Comment est-ce qu'on leur met à disposition des outils low-code, no-code, typiquement chez nous avec Power Apps et tout l'outil globalement, toute la plateforme qu'on a appelée la Power Platform, qui vont réellement permettre à vos équipes de développement, mais également à vos équipes métiers de pouvoir contribuer facilement et rapidement au processus de création de valeur et de création d'applications, de services sur le marché. Et enfin, bien entendu, GitHub qui va résumer à merveille tous ces pendants-là, que ce soit technologique, agilité et méthodologie, collaboration à travers des équipes, et comment est-ce qu'aujourd'hui, avec GitHub, vous allez justement pouvoir permettre à vos équipes d'être vraiment innovantes, et surtout des équipes qui, au final, auront aussi envie de rester dans votre entreprise parce qu'elles vont se sentir soutenues dans ce processus justement de collaboration et de création de valeur. Et donc, sur ce, Alain va pouvoir un petit peu plus développer sur la partie GitHub. Donc, merci Chérine. Donc, pour faire la transition, on parle beaucoup de transformation numérique et du rôle du développeur dans la transformation numérique. Et pour moi, pour illustrer cet exemple-là et sortir de tous les poncifs sur la transformation numérique qui sont parfois assez tarte à la crème et pas très ambitieux. Pour moi, un des exemples les plus parlants, c'est Tesla, où juste voir la taille de l'écran qui est au milieu de cette voiture, c'est symptomatique de
la place du développement et la place du numérique dans une industrie qui est assez ancienne. Et, euh, et ce qui est bluffant chez eux, c'est que votre voiture, elle est mise à jour en permanence. Vous avez, en plus d'une technologie, vous avez une expérience utilisateur qui est extraordinaire. Ils ont été capables de mettre à jour le software de gestion des batteries pour augmenter la durée de vie et l'autonomie de la batterie en quasi temps réel. Alors que moi, sur ma voiture, dont je vous citerai pas la marque, j'ai le même logiciel de navigation GPS depuis 8 ans et qui n'a pas été mis à jour une seule fois. Donc, vous voyez, dans une même industrie, il peut y avoir des écarts énormes entre différents acteurs, et je pense que c'est l'appréhension de l'expérience client d'un côté, mais aussi du software de l'autre, qui fait la différence. Et après, on peut me dire, on a beau jeu de parler de Tesla, c'est un nouvel arrivant, il n'a pas un écosystème derrière lui qui a une centaine d'années ou un legacy et tout ce qu'on peut avoir derrière. Je vais vous prendre un autre exemple, c'est John Deere. La société a été fondée en 1837, si je me souviens bien, donc là, il y a un peu d'existant. C'est une vieille dame, cette entreprise. Et là, vous voyez à l'écran un tracteur qui est en train de rouler. Alors, on voit un peu la poussière qui est derrière. Faut s'imaginer un peu. Et puis vous voyez très bien que il n'y a pas de conducteur dans le tracteur. Le tracteur autonome, ils l'ont inventé il y a déjà une dizaine d'années. Et donc soit il est autonome avec personne dedans, soit le fermier peut s'adonner à différents passe-temps pendant que le tracteur bouge tout seul et fait le travail pour lui. Et comment est-ce qu'ils atteignent, comment ils ont pu faire ça? Eh ben, c'est tout simplement en ayant créé un écosystème autour de leur tracteur, en créant une plateforme autour de leur tracteur. Donc c'est plus juste de la mécanique, mais c'est aussi une plateforme software avec derrière des API qui permettent à la fois de récupérer des données en temps réel depuis des satellites, d'avoir des données de météo, d'avoir des capteurs aussi qui vont permettre d'analyser le sol sous le tracteur pour déterminer à quel endroit on doit mettre plus ou moins d'engrais ou plus ou moins de graines, etc. Et donc c'est vraiment pour moi le fait d'avoir injecté le développement dans son business et pas avoir, comme on le fait assez encore fréquemment dans notre industrie, laisser le développeur en bout de chaîne et qu'on lui envoie des spécifications et qu'après il exécute, mais sans avoir cette symbiose entre d'un côté le business et la technologie, et que c'est pour moi une symbiose qui doit aller dans les deux sens. Et pour continuer le fil de la métaphore sur tout ce qui est automobile et industrie, euh, on a travaillé énormément dans le monde de l'automobile sur la productivité, sur la chaîne de fabrication et tout ce qui peut aller autour. Et on s'est approprié dans le software un certain nombre d'éléments de vocabulaire de cette industrie-là. On parle de software delivery, on parle de software factory, pardon. On parle de Kanban, on parle de Lean. Enfin, on a repris tous ces éléments. Et ça me fait moi très souvent penser à puisqu'on se projette nous-mêmes dans ce contexte industriel, c'est quoi la place du développeur pour nous? C'est qui le développeur dans cet écosystème? C'est quoi son rôle? Est-ce qu'il est juste là pour orchestrer les robots, ou alors est-ce que c'est celui qui crée la chaîne et qui s'assure que derrière on a quelque chose d'intégré qui répond aux attentes du consommateur? Et donc, est-ce qu'il a cette connaissance derrière du besoin métier? Et donc, nous, on a regardé un peu ce qui se passait. Sur GitHub, aujourd'hui, on a 51 millions de développeurs qui sont inscrits sur notre plateforme. Donc, on a la capacité à voir un certain nombre de grandes tendances. Et puis on travaille avec ces grands acteurs, avec ces sociétés qui ont révolutionné leur domaine d'activité. Hein, les Netflix, les Uber, les Spotify, ils ont dramatiquement changé des secteurs d'activité entiers. Et ce qu'on voit chez eux, c'est qu'évidemment, tout ce qui tourne autour du DevOps est fondamental. Donc, on parle de livrer plus rapidement, on parle d'expérimentation, d'itération rapide. On a un focus énorme sur l'innovation. Donc, on va pas
perdre du temps à redévelopper des choses qui existent par ailleurs. On va aller embrasser l'open source, on va aller récupérer des choses du monde de l'open source, mais aussi on va contribuer à l'open source. C'est tout un sujet sur la sécurisation de sa supply chain, on peut en venir encore à ces termes industriels, sa supply chain du software et du logiciel. Maintenant, le logiciel vient du monde de l'open source, donc comment est-ce que je m'assure que le software que j'utilise au quotidien est pérenne, est sécurisé et va dans la direction qui m'arrange. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Évidemment, des gros éléments de sécurité et comment je m'assure très tôt dans mon cycle de vie que la sécurité est prise en compte. C'est pas quelque chose qui arrive une fois que le soft est en production, mais c'est vraiment dès la conception et dès l'écriture du code que je regarde la sécurité. Et puis, il y a énormément de choses autour de la collaboration et de la croissance des équipes de développement en termes de maturité et en termes de connaissances, en termes de skills. Ça, c'est super important. Et tout ça, c'est renforcé par la place du développeur aujourd'hui dans notre chaîne de fabrication du software. Ainsi, il y a ce bouquin qui a été fait par le fondateur d'une société de software qui s'appelle New Relic. Il a été créé à peu près il y a une dizaine d'années maintenant. Et qui est assez intéressant dans le sens où il fait le constat que si vous regardez 15 ans en arrière, créer du logiciel, enfin créer une nouvelle application dans une entreprise, ça nécessitait, avant d'avoir écrit la moindre ligne de code, d'estimer les coûts d'infrastructure et de logiciels qu'on allait utiliser. Donc, j'allais déployer, généralement à cette époque-là, je déployais sur sur mes propres serveurs en interne. Il fallait que j'achète des serveurs qui coûtaient très cher. Il fallait que j'achète des licences. J'allais déployer sur du Solaris, de l'AX. Ça demandait des licences avec de l'Oracle pour la base de données, avec des serveurs web qui n'étaient pas forcément tous en open source à l'époque. Bref, j'avais un coût hardware et software avant d'avoir écrit la première ligne de code qui était de l'ordre de 100K, 200K, etc. En fonction de l'ambition du projet. Donc, c'était assez énorme. Et donc, ça ne laissait pas la place à beaucoup d'expérimentation. Il n'y avait pas de prise de risque possible, ou alors les risques étaient assez importants. Tandis qu'aujourd'hui, on part de l'open source, on peut construire une application sans aucune licence logicielle, et puis on va pouvoir déployer sur du cloud, où on est sur de l'OPEX, donc je vais payer en fonction de ma consommation, et donc je vais pouvoir avoir des coûts qui vont croître avec potentiellement le succès de mon projet. Reste là-dedans le coût, le seul coût vraiment fixe que je vais avoir, c'est le développeur. Et non seulement donc c'est le seul coût que je vais avoir, mais en plus, comme on l'a vu, c'est le facteur différenciant de mon innovation et de mon accélération du business. Donc c'est la même personne qui est en ligne sur à la fois les coûts et les bénéfices. Et ça, c'est assez intéressant. Et malgré ça, en France notamment, on optimise très mal nos développeurs. Déjà, ils sont pas toujours super bien considérés, à part si on va dans des startups et des environnements comme ça. Mais si on va dans des grands groupes, la plupart vous diront encore qu'ils n'ont pas l'impression d'être vraiment super importants et d'avoir la liberté non plus de pouvoir faire la différence. On leur laisse pas la possibilité d'avoir un impact. Parce qu'il y a tout un carcan sécuritaire, réglementaire et organisationnel qui leur laisse pas cette liberté d'expérimenter et de délivrer des innovations. À côté de ça, si vous regardez, alors Chérine a cité une étude, mais moi je vais en citer quelques autres, mais qui vont globalement dans le même sens. Mais au moins vous voyez qu'il y a un faisceau d'indicateurs qui vont dans le même sens. Stripe, donc la société de paiement, a fait une étude qui s'appelle le Developer Coefficient, donc qui est assez intéressante aussi, et qui dit qu'aujourd'hui, l'accès aux développeurs, et c'est un problème plus grand que l'accès au capital. On entend tous aujourd'hui des startups qui lèvent des millions de dollars. Ça paraît presque facile. Alors, ça l'est pas, mais ça paraît quand même presque facile. Mais ces startups-là, si elles ont le capital et elles n'ont pas les développeurs, elles vont pas aller très loin. Et pour elles, aujourd'hui, le challenge, c'est d'aller trouver les développeurs. Et on se dit ça, mais en attendant, et ça c'est encore confirmé par beaucoup d'autres études, on a besoin de repenser notre manière d'utiliser le développeur. Chérine, dans l'étude du développeur Velocity Index, le disait très bien.
l'étude a regardé non pas le nombre de story points qui étaient délivrés par les développeurs, on n'a pas fait une compétition au story point, mais ils ont regardé le business, ils ont regardé l'impact sur le business que pouvait avoir le développeur. Si vous lisez le livre qui s'appelle Accelerate, donc qui a été fait par les mêmes gens qui ont fait les State of DevOps, qui ont fait le DevOps Handbooks et d'autres livres, et donc dans Accelerate, ils vont vous dire exactement la même chose. Ils ont eux évaluer l'efficacité des sociétés et des équipes de développement au regard des résultats business de la compagnie. Et ça, c'est super intéressant. Et ce qu'on trouve dans toutes ces études-là, c'est que déjà, nos développeurs passent énormément de temps à travailler sur de la correction, sur de la dette technique et sur des choses qui n'amènent pas de valeur, grosso modo, qui n'amènent pas de valeur business. Si vous regardez la moyenne de travail d'un développeur, donc ici c'est une étude internationale, c'est 41 heures, vous en avez 18 quasiment ou 17 qui sont passés à travailler sur la dette technique et du code qui a des bugs ou des problèmes de performance. Donc on est presque à 40% de temps passé sur des choses qui n'amènent pas de valeur. Et donc ça c'est super intéressant de repenser notre manière d'adresser les choses, de manière de prioriser le travail afin d'augmenter énormément cette quantité de travail productif, on va dire. Et après, dans l'organisation du travail en plus au quotidien, donc ça c'est du temps de travail, on va dire, à coder. Il faut aussi regarder le temps qu'on laisse au développeur à coder et la charge qu'on lui met de manière administrative ou dans des réunions qui ne servent à rien, qui est assez importante. Donc, j'avais un client qui avait regardé une fois l'agenda de ses développeurs et qui se rendait compte qu'ils passaient à peu près 60% de leur temps à être dans des réunions ou à être sur on va dire sur de l'organisation et pas sur du développement. Donc évidemment, on n'est pas sur un objectif de 100% de développement. Il faut de l'organisation, mais c'était beaucoup trop. Et donc, une des conclusions de ce rapport, c'est de dire qu'en fait, bien que ça fasse des années qu'on nous dit il nous faut plus de développeurs, eux ce qu'ils disent c'est que avant d'avoir plus de développeurs, il faudrait peut-être regarder comment nos développeurs travaillent et mieux utiliser les développeurs qu'on a déjà. Donc c'est pas combien de développeurs j'ai, mais c'est comment je les utilise, comment je tire bénéfice des développeurs qui existent déjà dans ma société. Donc ça c'est super intéressant. Et au final, c'est pour améliorer ça, on va travailler sur 3 grands piliers. Donc la productivité, évidemment. Donc on va s'arranger pour que la chaîne de delivery soit la plus simple possible, pour que une idée puisse aller en production le plus rapidement possible et avec le moins de friction. On va aussi travailler sur la gestion de nos talents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que un junior, par exemple, monte en compétences et soit toujours motivé, toujours challengé pour aller encore plus loin et amener encore plus. Et puis, évidemment, on est obligé de travailler sur tout ce qui est sécurité et compliance parce que quand on parlait de revenir sur des fonctionnalités, sur des bugs, sur du code qui est pas optimisé, etc., ça peut être aussi à cause de problèmes de sécurité et ça drive énormément tout ce qui est travail non planifié. Donc, s'assurer dès le début qu'on a adressé les potentiels problèmes de sécurité, ça nous fait gagner énormément de temps derrière et ça nous permet d'économiser ce temps-là pour travailler sur autre chose. Ensuite, moi, un truc qui est super intéressant et j'essaie d'être l'avocat de cette partie-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour ramener la connexion, refaire la connexion entre le business et puis les développeurs. On a parlé beaucoup de DevOps, donc on a refait la connexion entre les Ops et les Devs. Donc ça, c'est avec plus ou moins de maturité dans les entreprises, mais c'est un sujet que tout le monde maintenant a intégré. C'est un goal, c'est un objectif qui a été identifié par tout le monde et donc tout le monde travaille dans cette direction-là. Encore une fois, avec plus ou moins de succès, mais c'est devenu une évidence. Néanmoins, pour moi, il y a toujours encore cette dichotomie qui existe entre le business et les devs. Et une des manières pour moi de reconnecter tout ça, c'est vraiment de se dire que
le business peut venir dans l'environnement du développeur et travailler au plus près de là où le développeur se trouve au quotidien. Trop souvent, on a une dissociation entre ce qui est de l'ordre de la spécification de la réflexion sur la fonctionnalité, on va dire, hein, tout ce qui est planning, etc., tout ce qui est épique, enfin tout ce que vous pouvez faire en amont de priorisation et de réflexion sur les fonctionnalités, et derrière le delivery qui est fait par les développeurs. Et donc, on passe d'un outil à l'autre, on passe d'un contexte à un autre, on transfère plus ou moins d'informations, on fait des allers-retours pour aller vérifier qu'on a bien compris ce dont on parlait. Une conversation peut avoir lieu à un endroit parce qu'elle est entre deux développeurs, elle va amener un échange dans un autre outil pour aller vérifier avec quelqu'un d'autre. Bref, on est tout le temps en train de perdre de l'information et de perdre de l'énergie à chaque endroit. Et parce que historiquement, l'outil du développeur faisait peur. C'était un endroit qui était pas très, enfin qui était un peu hostile, on va dire. Mais en faisant ça, on a perdu la capacité aussi à avoir du feedback. Quand j'organise mon projet, quand je détermine ce que je veux faire dans les prochains sprints, dans les prochaines semaines et les prochains jours, j'ai besoin d'avoir un feedback sur ce qui se passe réellement chez les développeurs. Donc j'ai besoin de savoir ce qui se passe chez eux. Et si je suis pas dans leur outil, je vais pas le savoir. Et en plus, si je comprends pas leur manière de travailler, si je comprends pas leurs problèmes, je vais avoir moins d'empathie et moins de capacité à les challenger d'un côté et puis à leur apporter des solutions d'un autre. Et ce que j'aime beaucoup là sur les photos qu'on voit, donc le monsieur qui a la cravate, vous imaginez que c'est pas un développeur, c'est Frédéric Oudéa, donc c'est CEO de la Société Générale. Et donc lui, il a insisté pour que les développeurs viennent lui expliquer ce que c'était que développer dans la banque. Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment est-ce qu'on développe? Qu'est-ce que c'est que le Python? Donc il a pris des cours avec ces deux développeurs de la Société Générale. Il lui donne des cours assez régulièrement. Alors, je sais pas, ça fait quelques années, donc je sais pas s'il a continué, s'il est toujours aussi assidu, mais il le voyait régulièrement pour lui expliquer ce que c'était que créer un code Python et comment est-ce qu'il fallait procéder pour aller le mettre en production derrière. Et donc là, on reconnecte les deux côtés et on a un discours commun, on a une plateforme commune et on peut avancer de concert en étant tous mieux informés et encore une fois, en ayant plus d'empathie sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, hein, comme je le disais tout à l'heure, historiquement, les outils du développeur étaient compliqués, étaient rébarbatifs pour les non-développeurs. Une des idées de GitHub, c'est vraiment, alors c'est un parti pris déjà, c'est de mettre le développeur au milieu. Encore une fois, nous on se dit que le développeur c'est celui qui fait avancer la chaîne. On va dire c'est la ressource critique pour amener une innovation en production. Donc c'est autour de cette personne-là qu'on va vouloir optimiser. Mais il n'y a pas de raison d'aller l'emmener dans un autre contexte. À la rigueur, c'est à tout le monde de se dire qu'ils doivent faire un effort pour aller dans le contexte du développeur. Et là, vous voyez sur cet écran à peu près 7 façons différentes d'interagir avec un développeur là où le développeur travaille. Donc il y a des choses qui sont avec des écrans noirs, donc vous imaginez que c'est plus orienté développeur, donc ça peut être de la command line, ça peut être un outil de développement, mais ça peut être quelque chose qui ressemble à un forum de discussion, ça peut être une application sur smartphone, ça peut être un board Kanban dans lequel on va pouvoir faire des drag and drop d'issues et de tickets. Et d'ailleurs, ces tickets-là, ils vont évoluer automatiquement en fonction de ce que fait le développeur sans demander de reporting au développeur. Donc là, on a un gain immédiat qui est d'avoir une vue complète et à jour en temps réel de ce qui se passe dans notre projet, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, en termes de je suis mieux informé à propos de ce qui se passe dans mon projet, il n'y a pas mieux que ça. Ensuite, un des autres trucs qu'on a vu et qui nous a titillé depuis quelques temps déjà et sur lesquels on essaie de travailler énormément, c'est tout ce qui est automatisation. Donc traditionnellement, quand on parle automatisation, on parle continuous integration, continuous delivery. Donc on parle de grosso modo, j'ai un code qui a été écrit, j'en fais quelque chose de manière automatisée. Mais qu'est-ce qui se passe en termes d'automatisation avant que ce code-là soit écrit? Hein, si vous regardez votre lead time, donc le temps que vous mettez à grosso modo à avoir presque une idée et puis de voir le temps pour le temps que ça prendra pour qu'elle aille en production,
Bah, dans cette échelle de temps-là, l'automatisation intervient super tard. C'est vraiment à la toute fin. Et en attendant, j'ai fait énormément de tâches manuelles. J'ai trié, j'ai mis des labels, j'ai classifié, j'ai mis dans des colonnes, j'ai potentiellement changé, j'ai sollicité des gens pour avoir leur retour, etc. Et tout ça, on se dit que ça peut être automatisable. Pas tout forcément, mais il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait avoir des automatisations et de par ça se libérer d'une grosse partie du temps organisationnel dont je parlais en introduction. Et donc c'est un des use cases de GitHub Actions et en fait ça a été le premier use case de GitHub Actions. Donc c'est vraiment un moteur d'automatisation et encore une fois le fait que ce soit plugué sur l'outil du développeur, enfin, sur l'outil dans lequel on va avoir les développements au final, hein, je veux ouvrir la boîte et qu'on ait plus de gens dedans, on va tous, par notre travail, générer des événements et on va pouvoir, avec GitHub Actions, écouter tous ces événements-là et les orchestrer et accélérer. Et donc accélérer notre communication entre chacun des acteurs du projet. Donc, je vous invite à aller regarder, par exemple, si vous êtes fan de Jira, donc je vous dis pas d'abandonner Jira, par exemple, mais vous pouvez très bien mettre en place un certain nombre d'actions qui ont été d'ailleurs développées par Atlassian, qui vont vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et donc de quasiment supprimer le reporting manuel dans Jira parce qu'on va être capable d'automatiser un certain nombre de choses. Voilà, donc tout ça, donc ça peut se faire sur GitHub, ça peut se faire en plus de plusieurs manières. Donc, vous connaissez tous github.com. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Sachez aussi que vous pouvez déployer GitHub Enterprise sur vos serveurs, donc en interne chez vous, sur du Azure, sur du AWS, enfin, vraiment sur les plateformes que vous voulez. Et puis, on est en train de faire une solution intermédiaire donc qui s'appelle GitHub Enterprise Private Instance. Donc, c'est GitHub, managé par GitHub, mais là où vous le voulez. Donc, dans la région qui vous va. Donc, si vous avez des problèmes de gouvernance et de souveraineté, pardon, vous pouvez aussi vous adresser à cette offre-là. Voilà. Dernier point, tous ces éléments de transformation, donc on a encore une autre étude, on est fourni en études. Donc on avait le Developer Velocity Index, qui est assez global, assez centré sur l'innovation. On a aussi une étude plus précise sur GitHub qui s'appelle le Total Economic Impact of GitHub Enterprise. Donc vous allez trouver ça sur notre report, sur notre site web également. Donc il y a un rapport, il y a aussi un calculateur. Donc ça peut être des choses qui seront intéressantes et qui de toute façon vous donneront des idées sur les grands potentiels d'optimisation de vos équipes techniques. J'en ai fini, donc j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Merci.